Impact, donc on est rendu à notre section Bonnie, puis là, il y a Lily, il y a Charles, il y a Alice et il y a Zoé qui posent une question. Ça sonne pas une cloche d'un parent qui voulait pas faire 4 comptes pour ses enfants, puis finalement, il utilise Écoute, on est en 2026 aussi, c'est peut-être un nom. Non, mais des fois, il y en a, ça va être le père, la mère et 2 enfants. Ouais. Mais si je regarde les noms, je présume que Charles est le père, et je dirais que Lily, Alice et Zoé sont ces 3 filles. C'est des beaux noms. C'est des beaux noms. Ouais. Oui. Si j'avais eu une fille, je l'aurais appelée probablement Alice. OK. Ouais. C'était des noms du passé qui sont revenus. Florence, Alice, Ouais, j'aimais beaucoup des ça. noms, moi, qu'il y avait dans ma famille, il y a 2-3 générations, puis ça revient. Ouais. Alors, sa question. Snake, qui aura la plus grande production entre Misa, Leonard et Iginla l'an prochain? Bon, alors, on parle ici de joueur de Ryan Leonard qui va avoir 21 ans l'an prochain. Oui. Donc, il est en avance. Il a 37 points en 67 matchs cette année. Mais pour moi, c'est pas lui. Et c'est pas Iginla non plus qui va être une recrue. S'il joue dans la LNH, qui va être une recrue. Moi, je pense que c'est Michael Misa qui va faire peut-être pas une explosion l'année prochaine, mais qui, d'après moi, va prendre le dessus, va prendre la pôle pour de bon, pour le nombre de points s'il n'est pas blessé. Alors, Lily, Charles, Alice, Zoé, dans votre pool, moi, j'irai avec Misa. Et d'ailleurs, Misa, ça va mieux depuis le championnat mondial. Ah oui. Tu vois là Mieux que Will Smith, même, quasiment. Oui. Will Smith a eu une période creuse, là, il est revenu un peu. Mais je pense que Misa, l'année prochaine, et l'année suivante, Misa, ça va être une explosion, selon moi. Et Iginla va arriver dans un club quand même qui lutte pour une place en série, là. Oui. Puis, je sais pas. Je pense pas qu'il y ait nécessairement le temps de glace nécessaire pour cartonner. On verra. Charles Gimbert ou Gimbert. Je sais pas comment prononcer. Gimbert. Désolé. Concernant Sherwood, ne fait-il pas un bon exemple d'intensité à suivre durant cette course en série? En d'autres mots, Greer ne fait-il pas le pari que l'expérience gagnée par ces jeunes en série sera plus payante qu'un choix au 13e rang? Oui, je comprends le point. Je pense que Sherwood, quand même, a été signé à long terme. C'était pas juste pour cette année. Mais si ça avait été une signature à court terme, j'aurais dit que c'est niaiseux. Pourquoi c'est niaiseux? Parce que les Sharks, en dehors de Celebrini, tu enlèves Celebrini, les Sharks sont encore un des 3 pires clubs de la Ligue nationale. Alors, selon moi, si c'était un geste posé uniquement pour cette année, niaiseux, mais étant donné qu'il l'a signé à long terme, on voit qu'il y a une vision de voir Sherwood épauler, je dirais pas grandir avec l'équipe, parce que Sherwood est quand même assez âgé, mais je te dirais épauler les jeunes joueurs des Sharks sur le top 6 pendant jusqu'à épuisement, là, parce que c'est un gars qui a un style de jeu qui use un joueur. Heureusement, ça fait quand même pas si longtemps que ça qu'il est dans la LNH. Alors, si Sherwood donne 3 bonnes saisons, l'échange aurait été bien parce qu'ils ont seulement donné 2 choix de 2e ronde pour. Olivier Mathieu, le dur à cuire. Vous avez peu parlé de la signature de Sacha Boisvert, alors qu'elle me semble plus fascinante que celle de Cole Hudson. Boisvert a eu une saison très décevante sur le plan statistique. S'il avait été un choix de 2e ronde et plus, je doute que Chicago ne le signe à ce stade de son développement. Qu'en pensez-vous? Est-ce que son statut de premier choix et de joueur de NCAA ont forcé les Hawks à lui proposer un contrat? Bien, Sacha Boisvert avait commencé sa carrière à l'Université de North Dakota. Ouais. Et ensuite, il s'est en allé à Boston. Puis, c'est vrai, ça a été une saison en dents de scie. À savoir s'il aurait été signé, bien, c'est sûr que quand un gars est un choix de 2e, 3e ronde, l'équipe a un petit peu plus de l'opinion de l'équipe a un petit peu plus de poids, je dirais. Dans le sens que tu peux facilement dire un choix de 2e, 3e ronde, écoute, mon ami, t'es mieux de rester dans la NCAA. Comme, tu regardes Logan Sawyer, qui est un choix de 3e ronde du Canadien. Là, tu vois, Providence a été éliminé en fin de semaine. Ils ne l'ont pas signé. Alors, probablement qu'ils se disent, écoute, t'es mieux de retourner une 3e année. Tout le monde est d'accord. Dans le cas de Boisvert, c'est un choix de 1er ronde. En passant, choisi avant Trevor Connolly et choisi avant Michael Hage. Ne veut-on pas aussi semer de l'espoir à Chicago? Oui, on veut semer de l'espoir, mais je pense que le joueur, lorsqu'il dit « Je suis prêt à signer », qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui dire non. Tu risques d'arriver avec une situation à la Cutter Gauthier où le gars dit « OK, c'est beau, je ne signerai jamais chez vous. Ouais. » Alors, le joueur a quand même un peu le gros bout du bâton. Cependant, une fois signé,
Les Blackhawks ne sont pas obligés de le garder l'an prochain. Ils vont probablement l'envoyer à Rockford pour sa saison de 20 ans, ce qui est tout à fait logique. Puis à ce moment-là, on verra. Sauf que si des gars choisis tout de suite après Brovert commencent à performer plus rapidement dans la LNH, là, les Blackhawks vont être blâmés. Ouais. Parce qu'on fait ça facilement. Un joueur est choisi 18e. Si le 19e, 20e, 21e sont bons, plus rapidement, on dit « Ah, pourquoi vous avez pris ce gars-là? » Jean-Philippe Tifo. Question pour le Snake. Et pourquoi pas avoir l'opinion de Mathias également. Pour faire suite à la discussion sur Michael Hage, pourquoi privilégier de lui faire brûler une année de contrat immédiatement? Je vois que les Highlanders prennent une approche différente avec Cole Eiserman, espoir repêché à un rang similaire. Et les Highlanders sont dans une situation similaire aux Canadiens au classement. Je comprends pour Demidov qui est un choix top 5, mais sinon, quels critères utiliser pour prendre la meilleure décision à la fois pour le jeune, mais aussi pour l'équipe? Il y a un truc qui n'est pas similaire, en tout cas. C'est A.J. Eiserman. C'est ça. C'est ce que je m'en allais dire. C'est que Hage, oui, il a été repêché à peu près au même rang. En fait, un rang après Eiserman. Mais les comparaisons s'arrêtent là depuis 2 ans. Hage a eu une bien meilleure saison qu'Eiserman. Eiserman est un joueur vraiment unidimensionnel. Je pense que bien utilisé, il pourrait avoir sa place dans la LNH. Mais on parle plus d'un gars peut-être de 25-30 buts qui va toucher au puck 25-30 fois dans l'année, puis les 25-30 fois, ça va être un but. Alors que Michael Hage, je le vois plus comme un fabricant de jeu qui a quand même une bonne chance de jouer au centre et de faire produire ses ailiers. D'ailleurs, Eiserman, c'est pour ça qu'il a accepté de s'en aller à Bridgeport immédiatement, parce que lui, son agent, ils le savent qu'il n'est pas prêt. Hage, je ne sais pas ce qu'il pense de lui. Je ne sais pas ce que son agent pense de lui. On va avoir la réponse. Personne ne le sait. On va avoir la réponse dans 2 semaines. Exact. Dans 2 semaines, on va savoir qu'est-ce que le Canadien veut, qu'est-ce que lui voulait. Ouais. Mais, tu vois, Eiserman, lui, il a suivi la voie de James Higgins. Mais James Higgins, regarde, je pense que James Higgins a plus de chances de jouer dans la LNH cette année qu'Eiserman. Eiserman ne jouera pas dans la LNH cette année et je serais surpris qu'il joue dans la LNH à temps plein l'an prochain. Je serais extrêmement surpris. Et l'année d'après? À 21 ans, un ailier, il va falloir qu'à 20 ans, il y ait une très bonne saison dans la Ligue américaine, ce qui est possible. Mais Eiserman, ça va être un joueur vraiment, j'appelle ça un joueur complémentaire. Une espèce de... Michael Ryder, si on remonte Michael Ryder ou Mike Hoffman. Oui, c'est ça. Très bonne comparaison. Pour Hage, je reviens à ça. Quand tu dis personne ne le sait, est-ce que un journaliste pourrait contacter Hage directement ou il faudrait passer par l'équipe de je peux te donner sa réponse tout de suite. Oui. Là, pour l'instant, je suis dans le Frozen Four. Je me concentre sur mon équipe. Je veux pas de distraction. Puis, ma famille et moi, on va discuter de tout ça une fois la saison terminée. Mais pour l'instant, il n'y a aucune décision de prise. Ah, OK. D'autres questions? Mais pour répondre à la question de Pag, puis ça, tu me corrigeras, mais il me semble que c'est comme ça. Si tu veux parler à Michael Hage en ce moment, c'est les relations publiques de l'Université du Michigan. Ce n'est pas le Canadien. Okay. Il appartient au Canadien, mais il n'est pas sous contrat avec le Canadien. Quand tu avais parlé à Lane Hudson il y a 2 ans à Boston, tu avais contacté les relations publiques, je crois. Du Vermont. Du Vermont, c'est ça. Charles Gingras, question pour le Snake. Tu nous parles souvent que tu te méfies des gros joueurs dans le junior qui dominent potentiellement en raison de leur gabarit. À l'inverse, comment est-ce que tu évalues un joueur de 15 ans dans le midget 3A ou un midget espoir qui a clairement un retard de croissance par rapport à ses congénères? Est-ce que tu fais une projection de ce petit joueur lorsqu'il aura rattrapé son retard de croissance vers 17 ans? Oui, repêcher pour le hockey junior et repêcher pour la Ligue nationale, c'est 2 choses. Même s'il y a seulement 2 ans de différence, c'est 15 au lieu de 17, c'est un monde de différence. Ce que tu dois faire à ce moment-là, oui, il y a des petits joueurs qui sont très, très habiles dans le midget 3A. Et tu vas voir ça. Maintenant, ils font 5 pieds 7, 160 livres. Bien, à ce moment-là, dans ce temps-là, la meilleure chose, c'est de regarder le père. Si le père fait 6 pieds 2, il y a des bonnes chances que ça monte. Si le père fait 5 pieds 8, il y a des bonnes chances que ça reste là. C'est à peu près un des seuls indicateurs qu'on peut avoir pour un joueur. Mais la différence, c'est que dans le hockey junior, tu peux quand même repêcher un joueur de 5 pieds 7 et le gars peut quand même cartonner dans le hockey junior s'il est fort physiquement. Tu sais, c'est pas nécessaire dans le hockey junior de mesurer 6 pieds 2. Tu ne veux pas avoir juste des joueurs de 5 et 7, mais c'est pas nécessaire. Tandis que dans la Ligue nationale, tu y vas très parcimonieusement quand les gars mesurent 5 et 7. Tu sais, ça te prend des gars comme DeBrincat ou Cole Caulfield. Mais parlant de passe, c'est drôle, parce que je faisais la blague à l'époque avec
avec Charles-Émile ou même avec Antoine à des essais puis des trucs. J'ai Ouais. dit, je vais emprunter un père de 6 et 8. J'en avais un, le papa d'un gardien. Puis je disais, c'est lui qui va y aller, ça va être ton père à 6 et 8. Elle est bonne. Un peu comme les joueurs qui se Elle est mettent bonne. des trucs dans les souliers pour s'agrandir. Elle est On bonne. change de père pour les essais. Ouais. Anthony Raté. Au grand désarroi de Simon, en raison de la dominance de Celebrini, les Sharks ne repêcheront vraisemblablement plus dans le top au courant des prochaines années. Devraient-ils alors utiliser le modèle des Ducks, comme ils ont fait en allant chercher Kreider et Trouba pour des peanuts? Ils seraient donc à mesure de s'améliorer à court terme sans avoir à donner d'actifs qui impactent leur futur. Ben, je pense que McGreer a montré ses cartes en allant chercher Kiefer Sherwood. Mais les Sharks, là, premièrement, cette année, ça va repêcher haut. Là. C'est encore drôle, là, c'est ça. Ils peuvent Ouais. gagner la loterie. Ils Là. peuvent gagner la loterie, puis s'ils ne la gagnent pas, ils peuvent repêcher 7e. Et il y a tellement de bons défenseurs cette année disponibles. Il n'y a peut-être pas de Matthew Schaefer, mais il y a tellement de bons défenseurs disponibles cette année qui vont peut-être combler un de leurs besoins au point de vue noyau de jeunes. Il faut faire attention. Regarde, Chicago l'a fait avec le Oui, Chinois. non, je le sais, mais là, rendu au 7e rang, Même à New moins, Jersey. non, mais s'ils repêchent 7e, Ah, c'est différent. regarde, les meilleurs attaquants vont être partis. Il y a quand même un gros écart. Là. Après que les Stenberg et McKenna sont partis, Ouais. il y a quand même un gros écart. Il va y avoir une ribambelle de défenseurs choisis dans le top 10, un peu comme il y a 2 ans. 2018 aussi, là, finalement, c'était une année de C'est une défenseurs. année de défenseurs. Tu sais, on a vu, faut pas forcer la note, on a vu avec Kéké. Faut pas ça de la. Puis se forcer Dans les de 10 trouver- premiers compteurs de la QV, là, je pense qu'ils sont 6 défenseurs. Exact. Puis cette année, ça pourrait être la même chose. Alors, les Sharks, oui, éventuellement, je crois, vont poser des gestes comme aller chercher des Kreider, des Trouba et des Peanuts. Je pense que déjà cet été, Mike Greer va être plus agressif parce que, tu sais, je pense que c'est la dernière fois que les Sharks peuvent se permettre, mais je dirais, je pense qu'ils vont vraiment essayer de faire un pas en avant l'année prochaine. Ça se peut que ça ne marche pas, mais je pense qu'il y a des avoirs. Ils vont arrêter de signer des Nick Leddy juste parce que tu as besoin de 6 défenseurs. Ah oui. Ouais. Oh, tu te fais brasser. Oui. Jérôme Desgroseilliers. Snake, question pour toi. J'ai remarqué que tes propos ont changé drastiquement dernièrement. Après avoir écouté tes derniers commentaires ici et sur Trust the Process, tu sembles déjà prêt à admettre t'être potentiellement trompé sur ton évaluation de Logan Mailloux après 4 bons matchs. L'an dernier, malgré une saison ahurissante, Lane Hutson n'était plus un gadget player que vers la fin de la saison. Qu'est-il différent entre les deux défenseurs ainsi que de l'évaluation que tu leur donnes? Mon impression, loin de CH près du cœur. Oui, non. C'est pas l'idée de loin du CH près du cœur. Cependant, je vais t'expliquer mon raisonnement. Puis c'est pour ça que je la passe, la question. On aimerait que tu expliques ton raisonnement, oui. Oui. Parce que ça peut paraître... Moi, des fois, j'ai l'air une contradiction ambulante. Ben, t'as pas l'air, tu l'es. Ben oui, mais il y a du cas par cas. Il y a du cas par cas. Je l'ai dit plusieurs fois, les Hudson, j'avais jamais vu un joueur comme ça obtenir autant de succès. Logan Mailloux, c'est un cas plus classique, comme 99% des joueurs, que tu peux analyser la courbe de progression selon l'âge, selon comment il joue quand tu le vois, tu sais, de visu. Puis là, regarde, je suis prêt à admettre m'être potentiellement trompé. J'aime bien le choix de mots. J'ai pas dit je me suis trompé, j'ai pas dit... Moi, Logan Mailloux, ma prévision, lorsqu'il a été repêché, puis la prévision que je fais quand un gars est repêché, je la garde longtemps, parce que pour moi, la vraie réponse, on l'a quand la carrière du joueur est terminée. Mais là, on ne peut pas faire de podcast si on attend, on attend 15 ans. Alors, c'est pour ça qu'on est obligé, à un moment donné, de faire des ajustements. Moi, ma projection de Logan Mailloux était défenseur numéro 6 dans le meilleur des cas. Défenseur numéro 6, je dis bien. Là, il se dirige peut-être vers un top 4, mais l'échantillon est quand même très mince. Alors oui, je suis prêt à admettre m'être potentiellement trompé, mais je n'ai pas... j'ai pas fait comme j'ai fait avec Lane Hutson, alors que Lane Hutson, j'ai dit, bon, OK, mais occupe pas, that's it, Lane Hutson, c'est un joueur de premier plan. Tu comprends? Ouais. Dans le cas de Mailloux, comme je t'ai dit, la raison est plus que tu vois un peu où ça s'en va. Moi, je ne pense pas que ce soit un grand défenseur offensif, mais c'est un gars qui, depuis à peu près un mois, démontre qu'il a sa place dans la LNH. Il ne faut pas oublier que la défense des Blues de Saint-Louis est quand même faible.
en ce moment. Alors, peut-être que dans un autre club, il jouerait un peu moins. Mais, regarde, tant mieux pour lui. Il semble avoir amélioré le problème principal qui était sa prise de décision et puis sa rapidité de penser, ou je ne sais pas comment dire ça, dans sa zone. Longue réponse détaillée, qui Oui. est tout à ton honneur. Oui. Mais je pense qu'avec Jérôme, on aurait pu arrêter à mon impression loin du CH près du camp. Si Mailloux jouait pour le Canadien 21 minutes, pas sûr que... Prochaine question. OK. Mathias, l'idée, Non, c'est... mais il a raison, Non, Jérôme. Là. Il a raison, Jérôme. non. C'est que Mailloux, moi, mon évaluation, je l'ai faite avant le repêchage. Puis j'ai tendance, mes évaluations pré-repêchage, de surfer dessus très longtemps. Ouais. Parce que moi, puis là, je dis pas ça pour me défendre, mais je trouve... Non, mais là, il faut que je me défende. Regarde, il y a des analystes, il y a des partisans qui changent d'idée à toutes les périodes. Ah oui, ça oui. OK? Ouais. Un gars a 2 bonnes parties. Ton ami, là, Oui. ami Brandon Kelly, là, Oui, je sais pas qui il veut congédier aujourd'hui, là. j'adore Brandon. Oui, mais c'est un... Pendant des années, on a C'est vu un les chic choses. type. Non, mais on a vu les choses de la même façon. Hein? Alors, tu me feras pas dire non. Quoi? Ah, Brandon, il m'appelait. Je suis Il m'appelait, on jasait, puis il me parlait de ses chroniques, puis je disais, Brandon, I agree 100%. Sur 100 opinions, Oui. Sans opinion. Sans opinion, oui. je suis d'accord avec aucune. OK. Avec lui. Bon. Mais toi, c'est parce qu'il tapait sur tes mines. C'est juste pour ça. OK, on continue, Pac. OK. Martin Desgagnés. Les choix 2 à 5 du repêchage COVID de 2021 sont Beniers, McTavish, Luke Hughes et Ken Johnson. Semblent tous avoir eu un début de carrière très solide et ont plafonné ou régressé dans les années suivantes. Y a-t-il quelconque relation à faire entre l'année COVID et cette affirmation? Et en sous-question, est-ce qu'il y a un joueur parmi eux qui pourrait devenir un joueur d'impact et relancer sa carrière à Montréal? Je pense qu'on peut commencer avec la sous-question. Parce Oui. que la première question, on en a parlé quand même abondamment. Oui, mais j'ai quelque chose à ajouter. Ah, bon, parfait, vas-y. Alors, Ouais. ajoute donc. Ben, c'est que pour moi, à part Luke Hughes dans les 4, j'avais pas des super projections pour les 3 autres. OK. Donc, le fait que mes projections, tu sais, ça me surprend pas que ce soit des joueurs qui ont des carrières en dents de scie. Luke Hughes, je le voyais être meilleur que ça. Comme on dit, c'est pas fini. Là, ça fait juste 5 ans qu'il a été repêché. Mais il y en demeure pas moins que je voyais un gars, moi, je voyais une version plus costaude de Quinn, moins habile, mais je voyais une version plus costaude de Quinn. Les 3 autres, moi, ça ne me surprend pas. Moi, McTavish, 3e rang, ça m'a extrêmement surpris. Beniers, on savait qu'il était limité. Ouais. On parlait déjà du 2e trio d'un gars qui est choisi 2e overall. Et Ken Johnson, c'est un gars qui a des mains, divines, mais c'est un gars qui ne va pas dans la zone payante. Ce qui est amusant, Oui. c'est que fin mars, Martin ne nomme pas Owen Power au premier rang, alors qu'il y a 1 mois ou 2, on aurait nommé Ben oui. Owen Power parce que là, ça va beaucoup mieux pour lui à Buffalo. Et voilà. Et tu préfères ton meilleur culpa? Pour One Power? Là, je te taquine. Non. Là, lâche-moi. Faut quand même te donner un break. Mais là, on va répondre à Oui, s'il te plaît. à la question. Est-ce que tu en vois un, toi, parmi ces 4-là qui pourrait te relancer à Montréal? Qui cadrerait bien à Montréal? Ben là, c'est sûr que Ben, ils n'en ont pas besoin, mais parce qu'ils ont leur défenseur offensif, mais c'est sûr que Luke Hughes, c'est le plus intéressant de la gang. Oui, moi, je pense que Luke Hughes, oui, ils ont déjà les Knudsen, mais tu sais, Luke Hughes, ça serait une solide acquisition, selon moi. Je pense que c'est lui qui a encore le plafond le plus élevé. McTavish, je l'ai tellement aimé. Ken Johnson, ça ne cadre pas, là. Non. OK, ils ont assez de joueurs de genre-là, dans le sens, pas de genre-là, mais ils ont assez de joueurs offensifs, là. Ça prend du papier sablé. Matt Beniers, garde, si tu veux en faire un 3e centre de grand luxe, Oui, c'est ça. peut-être. McTavish, ça ajouterait du grit. Et McTavish, à Montréal, encore là, il faudrait penser à... C'est un 2.5-3. C'est pas un 2e centre. Il est peut-être intéressant. Ouais. Mais, regarde, je ne sais pas si... Regarde, est-ce qu'on a répondu à la question? S'il faut en nommer un, moi, j'irais Luke Hughes. Mais... Compte tenu des besoins du Canadien en ce moment... OK, Beniers ou McTavish. Tu prends McTavish, toi. OK. Puck Norris. Est-ce que Snake peut nous parler de Émile Guité, choix de 5e ronde des Ducks?
Lors du repêchage, il a eu une saison très décevante de 30 points en 59 parties dans la LHJMQ. Cette année, il a eu une belle saison avec 65 points en 59 matchs. Pourrait-il être un vol du repêchage 2025? Ben, et Émile Guité, à 16 ans, était perçu comme un futur choix peut-être de première ronde de la LNH. Ce qui a mal à donner, c'est que oui, il a 30 points en 59 parties l'année passée. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'il a glissé en 5e ronde. Les Ducks aiment beaucoup repêcher au Québec. Alors, oui. on l'avait à l'œil Martin certainement. Madden-Fils, Martin Madden-Fils, on l'avait à l'œil certainement. On avait choisi son coéquipier Maxime Massé également, les Ducks l'année d'avant. Est-ce qu'il pourrait être un vol du repêchage? Je pense qu'un joueur de 5e ronde devient un vol lorsqu'il s'établit dans la Ligue nationale. C'est sûr. Est-ce qu'en ce moment, la tendance est bonne? Ben, c'est trop tôt pour le dire. Il a 18 ans. Il devrait aller très loin en série. On va voir comment il se comporte. L'année prochaine, il a sa saison de 19 ans et ensuite, il va se retrouver dans la Ligue américaine à 20 ans parce qu'on ne peut pas le céder à 19 ans. Est-ce qu'il va aller dans la NCAA? Est-ce qu'il va revenir pour saison de 19 ans à Chicoutimi? Est-ce qu'il va être échangé ailleurs? Là, il y a beaucoup de si. Mais c'est sûr que rendu en 5e ronde, honnêtement, je l'aurais choisi. Mais sans rien lui enlever, Oui. après avoir été repêché, 65 points en 59 matchs, c'est bien, mais c'est pas phénoménal non plus. Ça, du côté statistique, non. Mais à Chicoutimi, il y avait quand même une équipe qui était pactée. Ouais. Alors, l'attaque est très, très bien répartie. Okay, peut-être parfait. que l'année prochaine, Guité pourra avoir une saison à la Maxime Massé, qui a d'ailleurs gagné le championne des marqueurs. Mais à 19 ans. Mais à 19 ans, oui. Louis Tremblay-Poirat. Dans les dernières saisons du podcast, Snake a parlé à quelques reprises de la culture de repêchage en Caroline. Tenter de lancer des dards sur du talent élite sans prendre en compte les faiblesses du joueur. Est-ce que d'autres équipes semblent prôner une culture récurrente dans la façon de repêcher? Est-ce que certaines organisations réussissent à implanter une culture assez forte pour que leurs équipes de recrutement alimentent le bassin de joueurs de l'équipe avec des recrues issues du bon moule ou style de jeu? Un exemple, le CH semble être particulièrement méticuleux sur l'attitude des joueurs dans l'ère Lapointe-Bobrov. Juste pour ajouter un petit relief, là, oui, c'est moins l'attitude, ben oui, mais c'est la capacité d'apprentissage sur lesquels ils insistent. Oui. Est-ce qu'ils vont, ils vont apprendre, ils vont pouvoir s'améliorer en comprenant les enseignements? Je pense que c'est vraiment important. Je pense que ce que Louis veut dire, c'est qu'il y a probablement, lui, dans sa tête, l'exemple du fait qu'ils n'ont pas pris Mishkov. Ben, c'est justement ça. Ça rentre un peu là-dedans. Est-ce que tu vas, oui, ça rentre peut-être tu vas un être peu réceptif aux enseignements. C'est ça. C'est vrai que le CH a peut-être cette tendance-là. Ailleurs, j'ai essayé de voir les tendances. Oui, Caroline continue de le faire, mais là, il y a Calgary qui s'est lancé dans la danse depuis 2 ans, qui font la même chose que Caroline. Et d'ailleurs, la Caroline, à chaque année, je vais faire mon petit retour sur cette équipe-là, à savoir où se trouvent ces fameux joueurs-là. Les fameux dards offensifs. Parce que les années passent et honnêtement, ça frappe pas fort. Ça frappe pas fort. Alors, éventuellement, on fera un bilan de tout ça. Mais ailleurs, si tu regardes, les Ducks ont une tendance à choisir plus au Québec que d'autres équipes. Oui. Est-ce que c'est vraiment une tendance? Mais c'est qu'eux autres, ils ressortent vraiment du paquet. Les Browns de Boston, on dit ils aiment tel genre de joueur. Ben écoute, ils ont pris James Higgins, un petit joueur talentueux. Ouais. Et ils ont pris le grand Dean Letourneau à 6 pieds 7, qui était un projet. Il n'y a pas vraiment de tendance, je pense. Ouais. Mais pour le moment, moi, ce que j'ai identifié, Caroline, Calgary. Et Louis, tu as quand même raison. Puis ton expression, Mathias, est très bonne sur le Canadien. Tiens, Simon Leroy a remonté dans le jeu du serpent et échelle cette semaine. Yes. Il a pris l'échelle au lieu du serpent. Mon meilleur. Le segment sur les Red Wings m'a inspiré cette question. Le gardien Sébastien Cossa a maintenant 23 ans, plusieurs bonnes saisons dans la Ligue américaine, et pourtant on lui préfère des gardiens moyens mais avec plus d'expérience. Je m'explique mal pourquoi les Red Wings ne lui donnent pas du temps dans la Ligue nationale pour son développement. J'ai l'impression qu'il ne lui reste plus grand-chose à prouver à Grand Rapids. Bien, je vais peut-être te décevoir, mon cher rat, mais je pense que tu as répondu à ta question. Ben là, je comprends pas, moi non plus. Non, mais tu as répondu à ta question dans le sens que je le comprends pas. Le gars a 23 ans. Puis c'est vrai qu'on leur préfère des... Tu sais, regarde le Canadien avec Jacob Fowler. Dès qu'ils ont vu que Montembeault, ça marchait pas, même si c'était pas le plan probablement, ils l'ont rappelé Jacob Fowler. À Détroit, on signe toutes sortes de joueurs. On signe toutes sortes de gars d'un but. Puis Cossa, on attend. Il y a des chiffres absolument formidables.
Qu'est-ce qui les empêche de dire, regarde, on va lui donner un petit essai, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le corps, parce que oui, c'est pas vieux, 23 ans, un gardien de but, mais à un moment donné, il faut que tu lui donnes un avant-goût de la Ligue nationale. Ce qui est intéressant avec sa réponse, tu sais, il y a une bonne réponse. Oui. Puis, tu sais, si jamais tu t'en vas dans l'humour, Oui. on pourrait appeler ça Mathias et le rat. Il y a de la, bon, il y a de l'avenir. Oui. Matt, the coacher. Snake, tu décris Elias Pettersson comme étant un joueur avec de très bonnes mains, mais un mauvais coup de patin. Est-ce que tu décrirais une recrue comme Jacob Perreault de manière similaire ou vois-tu plus de potentiel avec lui? Gabriel Perreault. Je pense Gabriel Perreault? Oui, je pense que Matt parle de Gabriel. Ok, Jacob Perreault, c'était le joueur qui a déjà été un espoir à Anaheim, qui a été échangé au Canadien. Oui. Dans le temps que Bergevin puis Bob Murray, son chum, faisaient bien des échanges. Ouais. Là. Regarde, si on parle de Gabriel Perreault... C'est son frère, non? Je pense que oui, hein? Je pense que oui. Jacob Perreault? Oui. Je pense que oui. Je regarde. C'est le Tu frère regardes de ça pendant qu'on Gabriel, répond, là, oui. Elias Pettersson, là, c'est un joueur, oui, un très bonne main. Moi, Elias Pettersson, c'est un joueur qui ne m'a jamais emballé. Puis je remonte encore à l'année de repêchage. Je l'avais à peu près 13-14e, puis je me disais, puis je le répète souvent dans le podcast, qu'est-ce qu'on lui trouvait? Ça aurait été une erreur aussi. Mais Parce qu'il était bon. au début, il était très bon. Oui. Puis là, on dirait qu'il est tombé mort. Gabriel Perreault, lui, je pense que les attentes ne sont pas aussi grandes. C'est quand même un choix, 24 qui a été choisi, Gabriel Ouais, Perreault. 24, c'est ça? Oui, les attentes ne sont pas aussi grandes. Je pense que Gabriel Perreault, s'il devient un bon joueur de milieu d'alignement, c'est probablement ça à quoi s'attendent les Rangers. Peut-être un gars de deuxième trio. Est-ce que je vois plus de potentiel que Pettersson? Regarde, Pettersson a quand même une saison de 100 points. Ça, je serais très étonné que Gabriel Perreault ait une saison de 100 points. Mais on va voir comment ça va être quoi la tangente de la carrière de Pettersson. Si on parle du Pettersson depuis 2 ans, oui, je vois Perreault être meilleur que le Pettersson depuis 2 ans. Là, Kevin Guillemette, là, Oui. donnez un break à notre PAG national. Là. Oui. Je vois Écoute, tu es en train de lire. C'est comme un recueil, une soirée de poésie. Regarde, là. sais-tu quoi? Est-ce que tu veux que je le lise? Ouais. Oui, parce que c'est un commentaire plus que d'autres choses, mais qui requiert une réponse. Parfait. Là, tu es en train de couper Non, l'herbe sous non, le pied de notre PAG. non, là. c'est parce que je vais répondre en même temps. Je vais incorporer ma réponse au commentaire parce que le commentaire est très long. On est ailleurs. Là, hein. On Absolument. vit une expérience. Oui, là, on vit une nouvelle ésotérique. expérience, oui. Mais d'abord, juste dire que Jacob Perreault, c'est bel et bien le frère qui a été repêché par les Ducks en OK. 2020. OK. Échangé pour Je sais pas. Ah, t'as le temps de Canadien, t'as le là, temps de dans la Ligue regarder. américaine. Ouais, c'est Ouais. ça. T'es un joueur de la Ligue américaine. Oui. Yann Michak. Tu as raison, Yann Michak. Choix de 2e ronde en 2020, je crois. Alors, Kevin, il parle de la grande contradiction du Snake. Ça part fort. Alors, il dit que je me démarque par ma passion et mon analyse des espoirs, puis que ses qualités feraient de moi un bon recruteur en chef. Mais il croit que mon attachement pour la reconstruction est contradictoire avec mon profil. Et lui s'explique en disant la reconstruction pour un directeur gérant, c'est un outil puissant pour aller chercher des hauts choix de repêchage afin d'avoir des piliers sur lesquels construire son équipe ensuite. Alors, c'est vrai, on en a parlé, tu coules la pique, tu vas te chercher des Macklin Celebrini, des Michael Misa, des Connor Bedard. Un recruteur très moyen n'aura aucune difficulté à repêcher Celebrini ou Schaefer. Je suis parfaitement d'accord. Mon arrière-grand-mère, décédée depuis, je pense, 1940, les aurait repêchés. Bon, il continue en disant, par contre, un excellent recruteur en chef peut valoir son pesant d'or s'il peut repêcher des joueurs d'impact avec les choix plus tardifs. Il donne comme exemple Pasternak et Kucherov. On vient d'en parler. Oui, Pasternak, c'est bien beau. Bravo aux Browns, mais en même temps, où est-ce qu'il l'avait sur leur liste? Okay. Et c'est là que l'élément chance peut se retrouver. Afin de maximiser son potentiel, il faut une équipe compétitive à chaque année avec des choix tardifs où le recruteur en chef pourra montrer son talent pour aller chercher des joueurs d'impact. Je crois qu'à ce moment-là, le grand talent d'un recruteur-chef, c'est d'aller chercher à partir, je te dirais, de la 3e ronde, des joueurs vraiment qui ne sont pas sous le radar des équipes. Parce qu'aller chercher Pasternak, 25e, il y a peut-être des équipes qui l'avaient 18e, il y en a d'autres qui l'avaient 8e, qui n'ont pas eu l'occasion de le repêcher.
Mais quand tu commences à arriver dans les 3e, 4e rondes, puis que tu vas chercher, exemple, un Jamie Benn dans la 5e ronde, ça, c'est vraiment quelque chose qui fait en sorte qu'un recruteur-chef se démarque. Et à ce moment-là, oui, il n'y en aura pas des tonnes des joueurs comme ça. Mais le gars qui lance des dards puis qui peut, dans son alignement de 20 joueurs, aller chercher peut-être 3 ou 4 trouvailles au fil des ans, à partir de la ronde 3, c'est là que tu peux dire « Wow, le gars, il fait une job Je m'enlève incroyable. les mots de la bouche. Oui. Ça te prend des hauts choix, Oui. mais tu peux pas juste avoir des hauts choix. Chaque club, là, le Lightning, avec Point, avec Kucherov, Oui. les... C'est ça, eux, ça commence à faire beaucoup, là. Oui. C'est pas juste un coup de luck. Oui. Voilà. Le Canadien, tu le vois là maintenant avec Hudson, Oui. les équipes parviennent toujours à aller chercher ces gars-là. C'est ça. Puis, pour terminer, il dit mon attrait pour la reconstruction démontre davantage mon intérêt à être DG qu'à mettre en valeur mon talent de recruteur. Alors, comment je vais te répondre, Kevin? C'est que moi, j'aime les deux. Puis, être directeur gérant, je sais que ça implique beaucoup, beaucoup de travail, mais le recrutement, ça m'aurait énormément intéressé. Puis d'ailleurs, Pierre Dorion nous l'avait dit dans une entrevue, même s'il était directeur gérant, il était recruteur dans l'âme. Ben oui. Alors, il se mettait, il embarquait là-dedans. Alors moi, avoir été directeur gérant d'une équipe, mettons junior, Marc Fortier a déjà été directeur gérant et recruteur-chef de son équipe. Okay. C'est très rare que ça arrive. Puis moi, c'est peut-être ça que j'aurais fait parce que j'aime les deux. Mais Marc Fortier, à Québec, il y a aussi Marc Chamard qui a été recruteur dans la Ligue nationale avec Minnesota. Fait que ça peut lui permettre de faire les deux. Mais Fortier, Quand t'as quelqu'un mais Fortier était à Chicoutimi dans le temps. Il était directeur gérant Là, à il n'est pas à Chicoutimi. Québec en ce moment? Fortier? Oui. Il n'est pas directeur gérant à Québec. Il me semble que non. OK, je me Peux-tu mélange. chercher, Pac? Donc, ils sont les deux dans... Mais ils travaillent les deux pour Québec, il me semble. Il faudrait ensemble, chercher. OK. Alors, Pag, je te remets le micro. Tu as compris pourquoi j'ai pris la question? Je vais la lire, celle-là, pendant que Pac Oui, cherche vas-y pour donc. Marc Fortier. Oui. Fais donc Elite Prospect Staff. Sami Atmani. Ah, faut que je lise ça en plus. Oui. Bonjour le Snake, le beau Mathias. Non, il a écrit l'autre. Oui. J'ai mal lu, là. Oui, oui. Et le Toupette, poète héroïque de notre temps. Avec son incroyable saison en Ligue américaine de hockey, le temps est enfin venu de faire, me semble-t-il, un compte-rendu de l'évolution de Trevor Connolly depuis son repêchage. Tu réponds à ça à chaque semaine, c'est toi qui fais les questions? Ben non, mais peut-être que Samy est un nouvel abonné, Y un a-t-il nouvel des auditeur. aspects de son jeu qui étonnent, tant positivement que négativement? Y a-t-il des aspects étonnants, des courbes de progression, voire régression inattendue? Puis là, c'est rien contre Samy, même s'il m'appelle l'autre. En plus, tu fais un truc sur les meilleurs joueurs de la Ligue américaine la semaine prochaine. En plus, tu en as parlé dans les 7 dernières semaines. Vas-y, mais... Non, mais brièvement. non, il y a un angle. Il y a un angle, quand même. Il y a un angle. Il veut trouvé, savoir... Pag? Oui, recruteur pour les remparts. OK. Bon, c'est ça, ils travaillent ensemble. Alors, regarde, il y a un angle là-dessus de Samy. Mm-hmm. Qu'est-ce qui m'a surpris? Trevor Connolly a 19 ans et c'est un gars qui, lors de son année à Providence l'an dernier, oui, il a été blessé, mais il n'a absolument pas pris de coffre. Il est resté le même joueur relativement faible physiquement qui était à son année de repêchage. Alors moi, je me suis dit cette année, et même des gens, quand ils ont vu que les Golden Knights l'avaient signé, ils se sont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Le gars, il était bien mieux de retourner au collège. Et là, ce qui m'a étonné, c'est qu'il est de plus en plus fort physiquement à jouer à Henderson. Ça a été quelque chose qui a été plus rapide que je croyais. Dans les aspects étonnants aussi, ben peut-être pas étonnants, mais on voit que Connolly devient un joueur de plus en plus... qu'est-ce que c'est le mot? Impliqué. Tu sais, on dit engage dans l'anglais. Vraiment impliqué dans tous les aspects du jeu. En plus, évidemment, des aspects qui ne me surprennent pas. Le gars a des mains en or. Il y a des feintes incroyables. Il y a un coup de patin à faire rêver. Et surtout, il fait des jeux à pleine vitesse. Et ça, il y a très peu de joueurs dans l'NNH qui sont capables de faire ça. La question maintenant est de savoir, qu'est-ce que les Golden Knights vont faire? Ils sont allés chercher John Tortorella comme coach. Ouf.
Trevor Connolly risque de ne pas être le genre de joueur de Tortorella. Et on sait très bien que si les Golden Knights se rendent dans le corridor, on va re-signer Tortorella pour 2-3 ans. Ouais. Et là, Trevor Connolly est peut-être fait à l'os. Parce que là, il y a un contrat de quelques mois. Là. Oui. C'est pas fait. Alors, en tant que partisan maladif de Trevor Connolly, je souhaite que les Golden Knights soient éliminés rapidement pour que Tortorella ne revienne pas, parce que ça pourrait être absolument dommageable pour un gars comme Trevor Connolly. John Tortorella est allergique aux joueurs gracieux. Et ça serait très dommageable pour toi aussi. Très dommageable aussi, parce que j'en ai assez parlé. J'ai hâte de voir avec Kim Marner, Tortorella, comment ça va se passer. Enfin. Oui. Bon point, Pat. Oui, mais bon point. c'est un gars qui a une bonne éthique de travail. Oui, il y a ça. Il y a ça, oui. Ben oui, au point que Mike Babcock lui avait demandé qui sont les paresseux dans l'équipe, quelque chose de même. Ouais. Puis il avait montré la liste à tout le monde après. Voilà. Samuel Maltais. Bonjour à vous deux. Aimeriez-vous que la LNH s'inspire du format de la NBA concernant un tournoi play-in pour les séries éliminatoires? Les équipes des positions 7 à 10 s'affrontent pour déterminer les 2 dernières positions pour accéder aux séries. Avec la course très serrée dans l'Est, je crois que ça pourrait être intéressant pour les spectateurs. Génial. Bon, j'ai beaucoup craché, moi, sur les idées de repêchage, de loterie farfelue, anti-tanking de la NBA. Mais là-dessus, Mathias, on est d'accord. 1, 2, 3. C'est pas comme ça que ça se passe. On va l'expliquer aux auditeurs qui ne sont pas familiers avec la NBA. Là, ce qui arrive, c'est que les équipes 7 et 8 sont exempts du premier match. C'est-à-dire, les équipes 9 et 10 s'affrontent. Le gagnant va ensuite affronter l'équipe qui a terminé 8e et le perdant affronte l'équipe qui a terminé 7e. Et suite à ces 2 matchs-là, on a nos deux équipes qui vont finir. Donc, ça donne une chance. Mettons, l'équipe de 10e position apporte des avantagés. OK? Parce qu'il faut qu'elle gagne un match contre l'équipe de 9e position. Et ensuite, il faut qu'elle batte l'équipe de 7e position. Alors, il y a quand même un petit désavantage. Il faut quand même que tu gagnes 2 matchs contre des équipes supérieures à la tienne durant la saison régulière. Mais c'est arrivé que l'équipe numéro 10 bat l'équipe 9, bat l'équipe 7. Et ça fait en sorte que... Pardon? C'est presque arrivé dans la bulle avec Carey Price quand il avait battu les Pingouins pour rentrer en série. Oui, c'est un autre format, mais je comprends ce que tu veux. Oui, c'est à peu près dans ce genre-là. Ça s'inspire du format. Oui, mais moi, moi, je trouve ça génial parce que souvent, tu vas te retrouver et tu te dis, regarde, une équipe a 94 points, 93, 92, 91. Ouais. Hey, c'est vraiment plate. Là, oui, ça peut faire en sorte que l'équipe numéro 7 se fait sortir. Puis là, on va dire, ils n'ont pas eu leur chance. Quand même. 1, 2, 3, c'est bien. Pas un match. 1, 2, 3. Tu décides ta saison sur un match, au moins 2. Non, mais Mathias, si tu veux l'éviter, finis dans les 6 premiers. C'est ça mon point. Ben 2, 3, ça te... En tout cas, tu dérogeras pas. Là. Non, je dérogerai pas. On va te laisser ça comme ça. Écoute, si on fait 2-3, là, on va faire un peu le format du baseball. Les 3 matchs ont lieu dans la ville qui a... aussi, il y a une question. Il ne faut pas que l'hockey finisse le 3 juillet. Non, au baseball, ce qu'on fait maintenant dans la première ronde, les 3 matchs ont lieu, le 2-3, les 3 matchs de la première ronde ont lieu dans la ville qui a le meilleur dossier. Donc, tu fais 9 contre 10, les 3 matchs dans la ville des 9, puis ensuite le gagnant. Mais le désavantage de ça, du 2-3, il faut que ça soit quand même assez rapide parce que tu ne veux pas que les équipes 1 à 6 attendent 2 semaines avant de jouer. 3 matchs en 4 jours. Oui, 3 matchs en 4 jours dans la même ville. On s'entend. Dans la même ville. Parfait. Dominique Chabot, on termine avec vous. J'écoutais la réponse pour le March Madness Hockey. Je suis en accord que ça serait extrêmement complexe pour le hockey junior de le faire, mais pensez-vous qu'il y aurait alors une possibilité de remplacer la Coupe Dodge du Midget 3 par ça? Bien, je vais te dire que, Dominique, c'est sûr que c'est toujours le fun, ces tournois-là. Un match éliminé et tout. Cependant, pour le Midget 3, ça n'arrivera pas. Parce que le Midget 3, c'est exactement le contraire qui se produit. Je vais faire grâce là, aux gens du format parce que, écoute, avant le début des séries, il a fallu que je le lise 3 fois. OK? Mais en résumé, ce qui arrive, c'est que jusqu'au quart de finale, il y a toujours une série repêchage. Dans le sens que les perdants
continuer à jouer l'un contre l'autre jusqu'à ce qu'on détermine un demi-finaliste. Parce que dans le Midget 3, il y a 3 divisions. Il y a 3 équipes qui sortent des divisions suite au quart de finale. Mais pour la demi-finale, pour trouver une 4e équipe, on prend les équipes qu'on appelle repêchées, dans le sens qu'elles jouent l'une contre l'autre, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il en reste une. Quel est le but de ça? Bien, le but de ça, c'est que les jeunes à cet âge-là, ils ont besoin de jouer. Les recruteurs ont besoin de les voir dans un contexte compétitif. Alors, si tu arrives au départ, puis que les séries, mettons, commencent le 25 février, puis que le 28 février, tu as 8 clubs d'éliminés, ben là, qu'est-ce qui arrive avec ces gars-là? Alors, on les fait jouer 2, 3, 4 semaines de plus. Puis, moi, je trouve ça très bien. Puis, c'est pour les recruteurs, pour les joueurs, pour tout le monde, les partisans. Alors, non, oui, c'est le fun, c'est ce format-là, mais ça n'arrivera pas dans le M18-3. Bon. Tu sais que Pierre-Alexandre Girard vient de réaliser un exploit. C'est-à-dire? Semblable à celui d'un joueur des Ducks de Anaheim. Ah! Troy Terry. Oui. 70 matchs sans mise en échec. Pierre-Alexandre Girard, 90 minutes, sans jeu de mots. Hey, c'est vrai! Il va être en nomination pour le trophée Lady Bing. Ouais, c'est ça. Merci, Simon. Au Gala des Oliviers, hier, à un moment donné, Ouais. il y a eu des podcasts qui ont été récompensés. Ah. Alors, je me suis mis à penser, est-ce qu'à un moment donné, un jour, il va y avoir un gala pour les podcasts, tu sais? Et ça serait-tu ta face pendant les jeux de mots de PAG ou les jeux de mots de PAG? Ou Ou l'autre? Ça dépend lequel des 3 qui fait rire le plus, d'après moi. Et puis, mais c'est certain que dans une cérémonie de remise de prix de podcast, il faudrait qu'il y ait absolument le meilleur jeu de mots, comme au Gala des Oliviers, il y a le meilleur sketch web. Écoute, le meilleur jeu de mots de l'année. Écoute, ça prendrait du stupette pour se rendre aux Oliviers. Hey, ça décoiffe. Premier jeu de mots de la journée. Pierre-Alexandre Girard, merci. Merci les gars. Simon Snack-Bovard, Salut!